à tous. Alors aujourd'hui, correction des exercices que vous aviez à faire sur le chapitre 10, sur les mouvements. Alors, on commence, vous aviez les exercices résolus, hein, donc ça je passe, vous avez la solution, ainsi qu'un côté maths assez important sur représenter et manipuler les vecteurs, donc des choses en plus que dont vous pourriez avoir besoin, à savoir représenter la somme entre deux ou trois vecteurs, enfin des choses comme ça. Donc regardez bien, n'hésitez pas à poser des questions, parce que ça va être assez important sur les vecteurs force, qu'on va voir dans le chapitre qui suit. Alors, on y va avec les exercices que vous aviez à faire. Alors d'abord, choisir le bon référentiel. On vous demande, parmi les deux référentiels proposés ci-dessous, lequel permet de décrire le mouvement du ballon que vous avez ici, lancé par la joueuse vers le but. Donc on veut voir le mouvement du ballon quand elle le lance vers le but. Est-ce qu'il faut se placer dans le référentiel lié au ballon ou dans le référentiel lié au gymnase? Le gymnase est fixe par rapport à la Terre, donc ce serait un référentiel terrestre. Alors évidemment, si on se place dans le référentiel du ballon, le ballon est immobile dans ce référentiel, donc on n'aurait pas de mouvement. Donc évidemment, c'est dans le référentiel terrestre qu'il faut se placer, donc dans le référentiel lié au gymnase. Donc si on met une caméra fixe dans le gymnase et on regarde, on filme le mouvement du ballon. Ensuite, trajectoire et référentiel toujours. Vous avez ici une situation avec un tapis roulant, une personne qui est sur le tapis roulant et une personne qui est en dehors du tapis roulant et un banc. Proposer un référentiel dans lequel la personne sur le tapis roulant est immobile. Évidemment, la personne ici est immobile dans le référentiel du tapis roulant. Imaginez, vous êtes ici sur le tapis roulant aussi, d'accord? Donc fixe par rapport au tapis roulant. Pour vous, la personne, elle est immobile. D'accord? Donc là, le référentiel dans lequel la personne est fixe, c'est le référentiel lié au tapis roulant. Proposer un référentiel dans lequel la personne, toujours la même sur le tapis roulant, est en mouvement. Ici, là, si vous vous placez, alors lui, il bouge. Donc on va plutôt prendre le banc. Imaginez, vous êtes assis sur le banc. D'accord? Donc vous êtes un référentiel terrestre, puisque vous êtes fixe par rapport à la Terre. Pour vous, cette personne, elle bouge. Elle a ce mouvement-là dans cette direction et ce sens-là. Donc, dans le référentiel terrestre, la personne du tapis roulant serait en mouvement. Conclure sur l'influence du choix du référentiel, bon ça on l'a déjà dit évidemment, hein, c'est que cette personne, dans le référentiel du tapis roulant, est immobile, alors que dans le référentiel terrestre, elle est en mouvement. Donc, très important de dire dans quel référentiel on se place, puisqu'on a la relativité du mouvement, le mouvement d'un système, donc ici la personne que vous avez là, change en fonction du référentiel dans lequel vous vous placez. Donc pensez au point d'observation que vous trouvez. On peut avoir des mouvements qui sont différents en fonction du référentiel dans lequel on se place, et une vitesse différente, etc. etc. D'où l'importance de définir le référentiel d'étude. On continue, tracer des vecteurs déplacement. Donc tout ça, ce sont des exercices d'application directe. Hein. Vous avez donc un boulet de canon envoyé par un canon. Reproduire le schéma, bon là on va le faire directement. Puis construire le vecteur déplacement M1, M4. Alors c'est facile, un vecteur c'est un segment fléché. On va partir de M1 pour arriver à M4. Donc là, on va prendre... Alors je vais le faire, je vais déplacer, hein, voilà. Donc le vecteur déplacement, c'est lui. D'accord? Alors, comment il va se noter, ce vecteur déplacement? On note à côté de la flèche le nom du vecteur déplacement, M1, M4. Donc, le voilà. Alors, on nous demande comparer la distance. Donc, la distance, c'est M1, M4, réellement parcourue par le système entre M1 et M4. Donc, comparer la distance M1, M4, donc c'est la longueur du vecteur. D'accord? Donc c'est ça la distance M1, M4, c'est cette longueur-là. Et alors que la distance réellement parcourue, c'est tout ça. D'accord? Donc on voit bien que la distance M1, M4, donc la valeur en fait de ce vecteur déplacement est plus petite que la réelle distance parcourue par notre système, le boulet de canon. Ok? Donc il faut savoir dessiner des vecteurs déplacement. D'accord, donner leur direction, leur sens, et voir que la valeur, oui, hein, c'est une approximation. Si on se sert de ce vecteur déplacement, on fait une grosse approximation sur la distance parcourue. Hein. D'accord, puisqu'on voit qu'elle est plus petite que la vraie distance parcourue.
Ce qu'il faudrait en fait, et c'est pour ça que le vecteur déplacement ne sert que pour des vitesses moyennes, il faudrait en fait prendre M1, M2, plus M2, M3, plus M3, M4 en distance. Et là, on aurait une valeur un peu plus proche de la réalité. On continue, exercice numéro 13. Un bus roule en ligne droite à allure constante. Déterminez les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne en s'aidant du vecteur tracé sur le schéma. Alors ici, on a le vecteur vitesse qui est représenté. Alors c'est le vecteur vitesse moyenne, évidemment. Alors c'est quoi les caractéristiques? Il y en a 3. Oh là là, c'est de pire en pire. La direction, le sens et la valeur. Donc il faut donner, quand on vous demande les caractéristiques du vecteur que vous voulez, donc ici le vecteur vitesse moyenne, il faut donner ces 3 caractéristiques. Alors d'après le schéma qui est représenté, c'est quoi la direction? C'est la direction de ce vecteur-là, donc c'est la direction verticale. Alors la direction, c'est donné par une droite, et ici notre bus, il avance, enfin le vecteur vitesse, et suivant cette droite-là, qui est la verticale. Donc il y a des directions que vous pouvez donner directement, c'est la verticale, l'horizontale. Alors oui, et là d'ailleurs je viens de dire une grosse bêtise, et je m'en rends compte maintenant. Donc c'est pas la verticale évidemment, mais l'horizontale. Donc la direction ici, horizontale. Ensuite, le sens, ici c'est celui du mouvement, donc donné par la flèche ici, donc de la gauche vers la droite. Donc comme on est sur l'horizontale au niveau de la direction, vous pouvez dire vers la droite. On peut dire aussi que le sens du vecteur vitesse, c'est le sens du mouvement. Et ici, le bus, il avance dans ce sens. Donc, du coup, le sens du mouvement, c'est vers la droite. Au niveau de la valeur, alors comment on fait ici? Donc, au niveau de la valeur, il faudrait mesurer la taille du vecteur vitesse. Alors, vous pouvez mesurer directement sur votre écran ou imprimer, d'accord, puisque vous n'avez plus votre livre. Et alors, moi, sur mon écran, mais attention, hein, le problème, c'est que on n'a pas tous le même écran, le même affichage. Moi, je trouve que la vitesse est représentée par une longueur de 4,5 cm. Or ici, on nous donne une échelle, elle est là. On nous dit que cette distance-là représente 20 km/h. Et alors moi, c'est quoi l'échelle? Quand je mesure aussi sur le même écran, je trouve que cette distance-là vaut 2,2 cm. Donc ça veut dire que 2,2 cm d'après mon échelle correspondent à 20 km. Ah, j'ai écrit vraiment de pire en pire. Ça devrait être le contraire, mais non. Donc 20 km/h. Donc du coup, à quoi correspondent mes 4,5 cm? Ça veut dire que V, ça serait égal à 4,5 fois 20 km/h sur 2,2. Une petite règle de 3 sympa. Donc on arrive à 40,9, donc environ 41 km/h. Donc normalement, il faut que je garde que 2 chiffres, puisque j'en ai 1, 2, 1, 2, d'accord, et 1 et 2. Donc on a environ 41 km/h. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Pourquoi on vous demande ça? Si vous avez un vecteur qui est représenté, il faut savoir donner sa direction, son sens, et si vous avez une échelle de représentation, donner sa valeur. D'accord? Donc une des compétences à avoir. On continue, exercice numéro 17. Alors là, on vous donne un graphe. On a représenté des vecteurs vitesse, donc représentés en rouge ici, au niveau de 3 points d'une trajectoire pour un mobile. D'accord? Et ce mobile, on a représenté ses positions dans un repère, un OX, OY, comme on a pu le faire avec les logiciels de pointage. On vous demande de déterminer les valeurs de la vitesse au point A, au point B et au point C, sachant qu'on vous donne une échelle ici, donc de là à là, quand on a cette longueur-là, ça représentera pour les vitesses 5 mètres par seconde. Donc si on veut les valeurs de VA, de VB et de VC, donc les valeurs des vitesses au point A, au point B et au point C, il faut mesurer la taille des vecteurs et grâce à l'échelle, trouver à combien de mètres par seconde ça correspond. Alors déjà, mon échelle, c'est quoi? Moi, sur mon écran, j'ai mesuré en centimètres, je trouve que 1,3 cm correspond à ces 5 mètres par seconde. Donc ensuite, il faut mesurer. D'accord? Et moi, VA, donc c'est ce vecteur-là qui représente V au point A, ce vecteur-là, V au point B,
et ce vecteur-là, V au point C. Donc, si je mesure la taille ici, la longueur, je trouve sur mon écran 1,6 cm. D'accord? Pour VB, je mesure la taille, pareil, ici, et je trouve 1,2 cm. Alors vous, tout dépend de votre écran, de si vous avez imprimé, tout ça. Donc c'est normal si vous ne trouvez pas les mêmes valeurs que moi. Et VC, je trouve 1,5 cm. Donc si je mesure sur mon écran de là à là. Donc vous, ce qui est important, c'est que normalement, en fonction de votre grandissement, votre agrandissement, etc., vous allez avoir les mêmes rapports entre là, l'échelle et là. Donc par contre, au final, on devrait retomber sur nos pattes. Donc 1,6 cm. Donc avec une petite règle de 3. Pour trouver VA, il faut que je fasse 1,6 fois 5 divisé par 1,3. Si je fais ça, donc 1,6 fois 5, alors je suis bien en centimètres, d'accord, divisé par 1,3, donc j'ai des centimètres sur des centimètres, ça va partir, il me reste des mètres par seconde, et moi je trouve 6,2 mètres par seconde. Donc mètres seconde moins 1. Si je fais pareil pour VB, donc pour VB je vais faire 1,2 fois 5 divisé par 1,3, je trouve 4,6 mètres par seconde. Et pour VC, donc je fais 1,5 fois 5 divisé par 1,3, je trouve 5,8 mètres par seconde. Donc là, ce qu'il faut savoir faire, c'est grâce au vecteur représenté et à l'échelle, trouver la valeur. Ensuite, on nous demande quelles caractéristiques du vecteur vitesse varient lors de ce mouvement. Je rappelle, il y a 3 caractéristiques, la direction, le sens et la valeur. Au niveau de la direction, qu'est-ce qu'on voit? Le vecteur vitesse VA, il est suivant cette direction-là, donnée par cette droite-là. VB, c'est cette direction-là. Ah, bah, c'est pas la même. Et VC, c'est cette direction-là. Bah, c'est pas la même. Donc, la direction change. D'accord? Ensuite, au niveau du sens, bah, si la direction change, le sens change aussi. On voit que là, on a ce sens-là, mais sur cette direction-là. Là, ce sens-là, ça change. Donc, le sens change également. Même si c'est toujours celui du mouvement change, puisque là, notre mouvement est parabolique. D'accord? Et la valeur, bah, est-ce qu'elle change? Bah oui, on vient de le faire ici. 6,2, 4,6, 5,8. Donc, les 3 caractéristiques changent. Donc, direction, sens et valeur changent au niveau du vecteur vitesse. Donc, attention, quand on vous demande est-ce que le vecteur vitesse varie, il faut parler des caractéristiques du vecteur vitesse et voir si une ou plusieurs de ces caractéristiques changent. Si on vous parle uniquement de la valeur de la vitesse, donc si on vous dit la vitesse, comme ça, sans parler de vecteur, bah là, ça veut dire qu'on parle de la valeur uniquement. D'accord? Donc, attention à tout ça. On continue. Exercice 19. Donc là, encore une fois, variation du vecteur vitesse. On donne la valeur de la vitesse au point M, là, sur une trajectoire. Au point M1, c'est V1 égale 3 mètres par seconde. Et au point M2, 5 mètres par seconde. On vous demande de tracer les vecteurs vitesse V1 et V2. Et là, c'est tracé. On vous donne l'échelle. D'accord? Donc là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les vecteurs représentés, mais on va les représenter. Okay. Alors déjà, pour représenter un vecteur vitesse, il faut une direction, un sens et une valeur. Alors au niveau de la direction, ici, on a une trajectoire qui est rectiligne. Donc la direction, ce sera cette droite. Okay. Le sens, c'est celui du mouvement. Et on voit qu'on va de M1 à M3 dans ce sens-là. Donc le sens du mouvement, c'est ce sens-là. Donc la flèche ira vers la droite. Maintenant, au niveau de la valeur, on nous les donne, mais il faut, grâce à l'échelle de représentation, retrouver par quelle longueur on va représenter le vecteur vitesse. Donc, si on a 1 cm pour 2 mètres par seconde et que V1, c'est égal à 3 mètres par seconde, bah, combien ça va faire 2 cm? Bah, il faut faire 3 fois 1 divisé par 2. Donc, on aura V1 qui sera représenté par 3 fois 1, donc 3 divisé par 2, 1,5 cm. Donc ça, c'est pour V1. Et pour V2, donc V2, ce sera 5 mètres par seconde. Donc ça correspond à quoi? Bah 5 fois 1, donc 5, divisé par 2. Donc on aura 2,5 cm pour représenter V2.
Donc ensuite, on va représenter au point M1 et au point M2 les vecteurs avec la bonne taille. Alors moi, je ne vais pas le faire avec la bonne taille, mais il faudrait le faire avec la règle. Au point M1, donc la direction, alors il ne veut pas, donc voilà, je vais modifier après. Voilà. Donc la direction, c'est la droite, le sens, celui du mouvement. Et au niveau de la taille, pour V1, ce sera du 1,5 m par seconde. D'accord? Ensuite, on n'oublie pas de noter au-dessus de la flèche que c'est le vecteur V1. D'accord? Deuxième vecteur au point 2, donc une deuxième flèche que je vais changer, je vais prendre en rouge. Donc je vais la dessiner là. Oh, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Voilà. Et je le déplace. Donc ici au point M2, le sens celui du mouvement, la direction la droite ici. Et là, ce sera représenté par contre par 2,5 cm. Alors moi, ce n'est pas les bonnes tailles, mais je le fais plus grand pour être logique. Et on marque bien au-dessus V2. Et voilà. Donc ça, c'est une autre compétence, c'est qu'on vous donne des valeurs de vitesse et vous devez déduire vous devez réussir grâce à la situation, grâce à la trajectoire qu'on vous donne, déduire la direction, le sens et grâce aux valeurs et à une échelle. Soit c'est vous qui dites quelle échelle vous allez utiliser en regardant les valeurs, soit vous utilisez l'échelle qui est donnée. Ici, qui était cohérente, évidemment, puisqu'on représente les vecteurs vitesse par des longueurs qui ne sont pas trop petites, mais qui ne sont pas non plus trop grandes. C'est-à-dire que les vecteurs vitesse ne vont pas se chevaucher. Donc c'est pratique. En déduire la nature du mouvement, ce mouvement est rectiligne, premier adjectif. Et deuxième adjectif, on voit que le vecteur vitesse garde la même direction, le même sens, mais que la longueur augmente, la valeur du vecteur augmente. Donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. D'accord? Donc on voit que pour un mouvement rectiligne accéléré, direction et sens du vecteur vitesse restent identiques. D'accord? Ici c'est horizontal vers la droite. Et par contre la valeur du vecteur augmente. On continue. Alors l'exercice 22 sur les radars. Donc on vous parle de radars. On vous parle de deux types de radars. Les radars tronçons. D'accord? Alors les radars tronçons qui contrôlent la valeur de la vitesse, mais entre deux points de la route. D'accord? Donc ça nous fait penser à une vitesse moyenne un peu. D'accord? Les autres radars, alors les autres, qui soient fixes ou embarqués dans une voiture, contrôlent la valeur de la vitesse de l'automobile au moment de son passage devant le radar. Donc là, on pense à la vitesse instantanée. D'accord? Ou vitesse tout court en fait. Ok? Ensuite, deuxième document, on vous donne justement la vitesse en km par heure en fonction du temps pour une voiture entre les deux positions du radar tronçon. Donc à 14h25 minutes 50 secondes, il avait cette vitesse. À 14h28 minutes 50 secondes, il avait cette vitesse-là. Et donc le tronçon fait la moyenne, de ces vitesses entre ces deux positions. Alors on nous dit que le radar tronçon, les deux postes du radar tronçon sont distants d'une distance de 6 km. Et voilà ce qu'on a. Donc c'est-à-dire que là, la distance, là c'est un temps, donc faire attention, mais entre ce point-là et celui-là, on avait une distance de 6 km. Alors, quel radar parmi les deux, donc les tronçons et les radars embarqués ou fixes, mesure la valeur de la vitesse moyenne? Bon, on l'a déjà dit, c'est les radars tronçons. Et la valeur de la vitesse en une position, que moi j'ai appelée vitesse instantanée, ça c'est les radars fixes ou embarqués dans une voiture. Bon, les radars que vous connaissez. Les radars tronçons, vous en avez peut-être jamais encore rencontrés. Dans quel référentiel ces valeurs de vitesse sont-elles mesurées? Alors évidemment, on vous dit, à un moment c'est marqué, sur les abords de... Donc en fait, ces radars, ils sont comment? Ils sont fixes, évidemment, par rapport au sol. Ils sont fixes par rapport à la route. Que ce soit les radars fixes, par exemple, si là on avait mis un radar, il est fixe par rapport au sol. Quand c'est un radar embarqué, c'est une voiture qui en général est sur le côté, d'accord? Et vous avez le radar qui est dans la voiture, fixe par rapport à la terre également. Là, on ne nous parle pas de radar dans une voiture qui bouge. Ok, parce que c'est autre chose. Pour les radars tronçons, c'est pareil. Les postes sont fixes par rapport à la Terre. Donc du coup, c'est dans quel référentiel qu'on se place? Dans un référentiel fixe par rapport à la route, donc un référentiel terrestre. On nous demande de calculer la valeur de la vitesse moyenne sur le tronçon concerné. Une vitesse moyenne, c'est quoi? Une vitesse moyenne, c'est
la distance, puisque ça c'est la valeur, hein, la distance parcourue sur la durée du parcours. Ok? Donc, est-ce qu'on connaît la distance parcourue? On sait que les deux tronçons du radar sont à 6 km l'un de l'autre. Donc, la distance, c'est 6 km. Attention, je suis en kilomètres. Et le temps, c'est quoi? Le premier tronçon, c'est à 14h25 minutes 50 secondes. Le deuxième tronçon, à 14h28 minutes 50 secondes. On voit qu'entre les deux, le delta T, si je fais 14h28 minutes 50 moins 14h25 minutes 50, je trouve 3 minutes. D'accord? Puisque c'est le même nombre de secondes, le même nombre d'heures, il n'y a que les minutes qui changent, j'ai 3 minutes de plus. Donc, ma vitesse moyenne, ce serait 6 divisé par 3 si je mettais en minutes et en kilomètres. D'accord? Bon, kilomètres par minute, c'est pas vraiment l'unité qu'on utilise pour la vitesse. Donc, je vais mettre les kilomètres en mètres. Donc, ça fait 6 fois 10 puissance 3 mètres. D'accord? Donc là, maintenant, je suis en mètres. C'est 6000. Hein, okay. Et pour les minutes, pour passer aux secondes, on sait qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc, pour passer de 3 minutes à des secondes, on multiplie par 60. Donc, ça fait 3 fois 60. Alors, si je fais ce calcul-là, on arrive à 33,3 mètres par seconde. D'accord? Alors, quand on est au niveau des radars, etc., on ne donne pas les vitesses en mètres par seconde, évidemment. On les donne en kilomètres par heure. Alors, on a vu dans le cours comment passer des mètres par seconde au kilomètre par heure. En kilomètres par heure, c'est toujours une vitesse plus grande. On multiplie par 3,6. Je ne répète pas ici comment c'est. Je l'ai fait dans une autre vidéo. Pourquoi c'est fois 3,6? Donc, re-regardez la vidéo si vous voulez revoir ça. Et on trouve environ 120 km par heure. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre les deux tronçons, cet automobiliste allait à 120 km par heure en moyenne sur 6 km. Voilà sa vitesse moyenne. Sachant que l'automobiliste roule sur autoroute par temps sec, est-il verbalisable? Alors, vous n'avez peut-être pas encore votre permis, évidemment, vous n'avez pas l'âge, mais vous êtes censé savoir que sur une autoroute, par temps sec, on a le droit d'aller à 130 km par heure au maximum. Donc, si je regarde la vitesse moyenne, 120 km par heure ne dépasse pas les 130 km par heure. Donc, avec le radar tronçon, il n'aurait pas été verbalisé. D'accord? Par contre, quand on regarde ici l'évolution de sa vitesse en fonction du temps, on voit qu'ici, par exemple, il a fait une petite pointe à 140 km par heure. Donc, si à cet endroit-là, il y avait eu un radar fixe, là, il était mal. C'est-à-dire que là, il était verbalisable. Okay? Donc en fonction là, du radar, avec le radar tronçon c'est bon, avec le radar fixe, si ça avait été pris ici, il aurait été verbalisable puisqu'il était au-dessus des 130 km par heure. Voilà, voilà. On continue. Alors, exercice 25, on vous parle d'une expérience historique, donc au XVIe siècle, le savant Galilée qui étudie les valeurs de la vitesse d'une bille lors de sa chute. Alors, regardez, c'est très joli, en bois, donc une pente avec des petites clochettes qui étaient positionnables à différents endroits de la pente en bois, et il lâchait une petite bille, et ça faisait tinter les clochettes. Et en fonction du temps entre le tintement des clochettes, le temps qui s'écoulait, il arrivait à savoir des choses sur la vitesse de la bille, sans avoir de chronomètre, ou enfin plutôt d'interface, de choses comme ça, donc avec les moyens du bord. Et ça marchait plutôt pas mal. Alors, voilà les expériences qu'il a faites. Première expérience, il fait tomber la bille et il met les clochettes à des distances égales. Donc, la distance entre chaque clochette est la même. Et deuxième expérience, il met les clochettes de plus en plus loin, donc de plus en plus espacées. Ce qu'il observe, c'est que dans le cas numéro 1 où la distance est toujours la même entre les clochettes, la durée entre chaque tintement est de plus en plus courte. D'accord ? Par contre, si il met les clochettes de plus en plus espacées, alors pas n'importe comment évidemment, mais de plus en plus espacées, il obtient une durée entre tintements toujours identique. Alors, si je prends l'énoncé détaillé, dans quel référentiel la chute de la bille est-elle étudiée? Si je reprends la photo, je me mets fixe par rapport à la Terre, Galilée est pareil, pour observer ce qui se passe. Donc si je suis fixe par rapport à la Terre, je suis un référentiel terrestre. D'accord? Donc je prendrai comme référentiel un référentiel
terrestre. Ensuite, d'après la formule V égale D sur delta T, que vous connaissez bien, comment évolue la durée delta T si V augmente à D fixé? Alors là, je vais reprendre V égale delta T, égale D sur delta T. Ce que je veux savoir, moi, c'est comment évolue delta T. Donc, je vais modifier la formule pour avoir delta T égale. Ce sera plus facile. Je vais faire passer le delta T de l'autre côté. Ça fait V fois delta T égale D. Et ensuite, je me débarrasse du V, je le mets de l'autre côté pour avoir delta T égale D et je divise par V sur V. Voilà. Donc là, on peut répondre. Si on veut savoir ce qui se passe pour delta T, si V augmente quand D est fixe. Donc ici, D, ça ne change pas. Donc, je vais mettre en couleur. D est fixe. Alors, c'est le cas de la première expérience de Galilée où la distance entre les clochettes est fixe. D'accord? Donc, si V augmente, ici, si V augmente, ça veut dire qu'on divise par quelque chose de plus grand. Donc, si V augmente, bah forcément, je divise par quelque chose de plus grand, donc le résultat sera plus petit. Donc, delta T diminue. D'accord? Donc, si V augmente à D fixé, bien sûr, si V augmente, delta T diminue. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe pour la distance D si V augmente à delta T fixé? Alors là, je change. Si V augmente à delta T fixé. Alors là, je vais reprendre ma formule et je vais la modifier pour avoir D égale cette fois-ci. Donc, j'ai V égale D sur delta T. Moi, qu'est-ce que ça va me faire si je veux D? Ben, il faut faire passer delta T de l'autre côté. C'est déjà ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai D égale V fois delta T. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui est fixe? C'est delta T. Là, delta T ne bouge pas. Ok? C'est le cas de la deuxième expérience de Galilée, puisqu'il avait un tintement toujours le même. Qu'est-ce qui se passe si V augmente? Alors, si V augmente, d'accord, donc à delta T fixé, hop, bah, qu'est-ce qu'on a si V augmente? Bah, on a ça qui est de plus en plus grand. On multiplie par quelque chose qui reste identique. Donc, forcément, le résultat, si ça est de plus en plus grand, le résultat sera de plus en plus grand. Donc, si V augmente, D augmente. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est à D fixé et que delta T diminue, ça veut dire que V augmente. Donc, regardez, ici, je suis à D fixé. La distance est toujours la même. Et on voit que la distance delta, le temps delta T est de plus en plus court. Bah, donc, qu'est-ce que ça voudra dire pour Galilée? Ça voudra dire que la vitesse, augmente. Voilà, hop là, d'accord? C'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc ça veut dire que la vitesse augmente. Dans le deuxième cas, on est là, delta T fixé. Si D augmente, V augmente. Et bien c'est ça. Là, on a delta T qui est toujours le même, d'accord? Et on a la distance qui augmente. Donc ça veut bien dire que V augmente. Donc les deux expériences de Galilée nous disent que dans le cas de la chute de la bille ici, la vitesse augmente. La vitesse de la bille augmente. Du coup, on aura quoi comme mouvement? Bah, un mouvement rectiligne accéléré. Ok? Et on nous demande quelles caractéristiques du vecteur vitesse évoluent lors de mouvement. Varie en fait, parce que évolue, c'est pas un super mot là. Quelles caractéristiques du vecteur vitesse de la bille varient lors du mouvement? En réalité, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait, si je redessine voilà, la pente, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la bille qui a un mouvement rectiligne accéléré, puisque la valeur de la vitesse augmente. Donc la valeur de la vitesse va augmenter. Donc sa valeur augmente. Qu'est-ce qui se passe pour sa direction? Bah, la direction, c'est toujours la même. La direction, elle est toujours, hop, c'est toujours la droite qui est parallèle à la pente. D'accord? Donc cette direction, elle ne change pas. Les vecteurs vitesse vont garder cette direction-là. Ensuite, le sens, il ne va pas changer non plus. Parce que le sens, c'est toujours celui du mouvement. Donc on aura toujours un sens qui sera comme ça. Donc la direction et le sens du vecteur vitesse ne changent pas.
D'accord? Par contre, la valeur augmente. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vais essayer de le faire plus joli parce que à la souris, c'est vraiment pas évident. Hop. Donc, si j'essaye, voilà, je fais mon plan incliné. D'accord? Je dessine la bille à deux endroits différents. Si je veux dessiner deux vecteurs vitesse, ben qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ici, on va avoir un vecteur vitesse. Donc la valeur augmente. Donc par exemple, voilà, ce vecteur vitesse-là. Par contre, un petit peu plus loin, j'aurai quoi comme vecteur vitesse? Alors là, je vais exagérer exprès. Donc le vecteur vitesse aura la même direction, le même sens. Je vais essayer de le faire bien. Voilà. Donc même direction, même sens, mais une valeur, donc une taille ici, beaucoup plus grande. D'accord? Ça sous-entend que le mouvement est rectiligne, accéléré. J'espère que ça va. C'est pas évident, hein, c'est pas très beau avec tout ça, mais vous aurez la correction écrite évidemment, mais pour expliquer, c'est mieux de le faire comme ça. Allez, on termine avec les... Non, on termine pas. Avec l'avant-dernier exercice, donc mouvement d'un vélo. Alors, on nous donne les schémas qui sont obtenus par pointage de 2 points d'un vélo au cours du mouvement. Le centre d'une roue, là, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, puisqu'on a fait un TP là-dessus. Enfin, virtuellement. Donc, le centre de la roue du vélo et un point de la roue par rapport au centre de la roue. Donc, par exemple, vous avez hop, la roue du vélo. Donc, le point C, il est là. Et le point P, bah, c'est un point de la roue. OK ? Alors voilà la trajectoire par rapport au sol. Donc ça veut dire qu'on est dans un référentiel terrestre. Donc on fixerait par exemple la caméra, on l'avait vu, un fixe par rapport au sol et on filmerait ce qui se passe. D'accord? Et là, c'est par rapport au centre de la roue. Donc c'est comme si le référentiel, bah, c'était le centre. On est placé au niveau du centre de la roue et on regarde ce qui se passe pour le point P. Alors, on nous demande de décrire le mouvement de C par rapport au sol. Donc, bah, vous le voyez, hein, on a une trajectoire rectiligne et une distance entre les différents points qui ne bouge pas. On est à intervalle de temps régulier, d'accord? Donc, on a affaire à un mouvement rectiligne. Et comme la vitesse est constante, la distance ne bouge pas. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Ensuite, alors, c'est exactement ce qu'on avait fait en TP, mais à l'envers. Reproduire les positions de C par rapport au sol sur une feuille de papier calque. Positionner le point C1 du papier calque au point C du schéma et relever P1. Et on déplace comme ça le papier calque. Alors, je vais faire comme j'avais fait à l'occasion. Je me place sur un fichier Word, hein, parce que je ne peux pas le faire sinon. J'ai créé ici une zone, d'accord, que je peux déplacer. Et j'ai reproduit les positions, voilà, je le remets, c'est mon papier calque. J'ai reproduit les différentes positions du point C dans le référentiel terrestre. Alors, ce qu'on me dit, c'est de prendre ma position C1, donc c'est la première, et de positionner sur le point C ici. Et ensuite voilà, de prendre le point P1. Alors, j'essaye de le mettre bien. Hop. Alors, je vais changer de couleur. Voilà, je vais le mettre en jaune s'il est d'accord. Voilà. Donc le point P1, le voici. OK? Ensuite, alors je vais faire quelque chose, hein, parce que sinon on va avoir du mal. Voilà, pour que tout soit lié. Donc ensuite, voilà, tout est lié. Je vais déplacer mon papier calque pour faire en sorte que le point C devienne immobile. D'accord? Pour qu'en fait, c'est comme si, voilà, je me place au niveau du point C. Le point C, en bougeant avec mon papier calque, je considère qu'il est immobile et je vais prendre la position du point P. Donc on y va. Tac. Oh là, sauf qu'il me fait... Voilà, donc je prends la position... non mince, c'est P2 maintenant. Hop, je remplis en jaune. Voilà, ça va être plus joli comme ça. Et je groupe. D'accord? Donc, je continue comme ça. Je place au point C3. Voilà. Et je prends la position P3. Alors, bon, c'est pas grave. Hop, je suis où? Je suis là. Voilà, tac, tac.
Voilà. Et je groupe avec le reste. Et je continue comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je continue comme ça au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Ben, c'est qu'en fait, en faisant ça, je fais bouger le point C. Donc, je me place dans le référentiel terrestre. D'accord? Et je prends les positions du point P par rapport au point C, mais dans le référentiel terrestre. Et donc, je vais avoir la trajectoire du point P dans le référentiel terrestre, qui n'était pas le cas auparavant, puisque là, j'étais... Donc, je vais enlever mon... Voilà, hop. Ici, j'étais dans le référentiel lié au centre de la roue, au point C. Alors que là, dans le référentiel terrestre, le point C a bien ce mouvement-là, hein, qui est ici. Et je prends par rapport au point... Enfin, je prends dans ce référentiel les nouvelles positions du point P. Alors, j'aurais pu faire ça jusqu'au bout, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous avez peut-être déjà une idée, puisqu'on l'a déjà fait, mais à l'envers. On ne l'avait pas fait comme ça, nous. Alors, voilà ce que ça vous donne. Donc, ça nous donne, pour le point P, cette trajectoire-là. Et ce mouvement-là. Alors, cette trajectoire-là, je vous avais dit, hein, ça nous donne, au final, quelque chose qui est comme ça. Si on avait plusieurs points, c'est ce qu'on appelle une cycloïde. C'est pourquoi cycloïde? Parce que c'est la trajectoire d'un point d'une roue, d'un cycle, d'une roue de vélo. D'accord? Donc à partir de là, on nous demande de décrire la trajectoire du point P par rapport au sol. C'est ça. Donc c'est curviligne, hein, c'est une trajectoire curviligne. Vous pouvez parler de cycloïde si vous l'avez déjà vu, évidemment. Alors, on nous demande d'expliquer pourquoi l'exercice illustre la perte d'information. Vous savez tous que quand on a le point d'une roue, il tourne autour du point C. Or, si je trace en fait la trajectoire du point P, qui est un point de la roue, et la trajectoire du point C, qui est le centre de la roue, vous voyez qu'ils n'ont pas le même, dans le référentiel terrestre, pas le même mouvement, donc pas la même trajectoire et pas le même mouvement. Donc ça veut dire que si pour le vélo, je prends un seul point, si je prends C par exemple, je vais perdre le fait que le point P tourne autour du point C, évidemment. Et si je prends le point P, je n'ai pas non plus le même mouvement que pour le centre de la roue. Donc on perd évidemment des informations quand on prend un système qui est un objet assez volumineux et on simplifie en fait et on prend le mouvement uniquement d'un seul point. Donc c'est pas... On perd évidemment des informations. Alors on termine cette fois-ci avec l'exercice 32, exercice de synthèse. Donc on vous parle d'un saut en parachute. Alors on parle d'un saut depuis un hélicoptère en vol stationnaire. Alors vol stationnaire, c'est qu'il est stationnaire par rapport au sol, à une altitude fixée, d'accord? Et on mesure la vitesse du parachutiste mesurée par rapport au sol. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait... quelque chose qui était au sol, fixe par rapport au sol, et qui filmait par exemple le mouvement et qui pouvait en déduire la vitesse. Alors la chute se fait initialement parachute fermé, puis ensuite évidemment le parachute s'ouvre. Alors premier document, vous avez la vitesse en fonction du temps, d'accord, et on voit une courbe, hein, d'accord, on va l'analyser après. Ensuite, on nous donne quelques positions du parachutiste, donc une partie de sa trajectoire. Et on vous dit qu'elles sont repérées, ces différentes positions, toutes les 5 secondes à partir de t égale 0. Donc ici, on est à t égale 0 secondes. Ici, en P1, on sera à 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et on voit une partie de la trajectoire. Et on nous donne une échelle aussi. On nous dit qu'ici, cette petite distance-là correspond à 50 mètres en réalité. Alors on y va. Expliquer en quoi il est pertinent ici de modéliser le système par un point. Parce qu'en fait, que ce soit le parachutiste ou le parachute, on va avoir le même mouvement pour tout le monde. D'accord? Alors on ne tient pas compte de la déformation du parachute. Hein. À un moment, il va s'ouvrir, etc. Mais là, on va garder le même mouvement pour tout le monde. Donc du coup, on ne perd pas d'informations quand on modélise par un point. Ensuite, une échelle de distance en kilomètres serait-elle adaptée pour le pointage? Si on regarde, on voit qu'ici, on a une petite échelle en mètres. Et ça a l'air pas mal, hein, d'accord? On a peut-être 2 fois 50 mètres, même pas, entre deux positions. Donc si on prend le kilomètre, c'est pas adapté évidemment. Donc ici, l'échelle des dizaines de mètres est tout à fait adaptée. Ensuite, dans quel référentiel les valeurs de vitesse ont-elles été mesurées? On nous dit que c'est par rapport au sol, donc fixe par rapport au sol. Donc, on se trouve dans le référentiel terrestre. Changerait-elle si elles étaient mesurées par rapport à l'hélicoptère qui est en vol stationnaire? Eh ben non, parce que
votre hélicoptère, vous avez le sol. Et votre hélicoptère, là, tac, 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 c'est trop beau mon hélicoptère, hop, il est fixe par rapport au sol. Il ne bouge pas. Donc, il pourra être considéré, voilà, les hélices là, touc, il pourra être considéré comme un référentiel terrestre. Ok? Donc, bah non, on aurait la même chose. On aurait exactement les mêmes mesures. Alors, on nous demande de repérer sur le graphique 3 phases distinctes du mouvement du parachutiste et préciser pour chacune la nature du mouvement. Alors, on voit qu'ici, la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente jusque là. D'accord? Donc, je vais dessiner une ligne, s'il veut bien quelque part. Voilà. Donc, je vais prendre une ligne pour première phase. C'est jusque là. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais dessiner en rouge. Là, on aurait la valeur de la vitesse qui augmente. Il ne faut pas perdre de vue, attention, parce que là, ça peut induire en erreur. C'est la valeur de la vitesse qui augmente. Mais comment est la trajectoire du parachutiste? Rectiligne, d'accord? Puisqu'il chute verticalement vers le bas. Donc ici, on aurait un mouvement rectiligne accéléré, puisque la valeur de la vitesse augmente. Donc, mouvement rectiligne accéléré. Tac. Ensuite, deuxième phase. Alors, la deuxième phase, on peut à peu près la mettre jusque là. Donc, hop. Voilà. On voit que jusque là, à peu près. Toc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de là à là? Bah, la vitesse diminue. Attends, je vais augmenter un peu mon truc. Voilà. Donc, là, je vais mettre en orange. Donc, jusque-là, la vitesse diminue. Donc, deuxième phase, V diminue. Mais la trajectoire est toujours rectiligne. Donc, on aura un mouvement rectiligne, toujours, décéléré. Donc, jusque-là. Oh là 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 là. Voilà. Et alors, la dernière phase, bah, qu'est-ce qu'on voit dans la dernière phase? On voit que la vitesse est constante. Là, ça reste la même valeur. Donc là, on aura une vitesse constante. Donc, on aura affaire à un mouvement toujours rectiligne, mais cette fois-ci uniforme, puisque la vitesse est constante. Donc, c'est rigolo quand même au niveau du mouvement du parachutiste. Vous avez d'abord une chute, on est accéléré vers le bas. Ensuite, décéléré, vous pouvez imaginer que c'est peut-être le moment où on ouvre le parachute. Ça a l'air d'être assez logique. Et ensuite, un mouvement uniforme, c'est-à-dire qu'à un moment, la vitesse va devenir constante. Ok? Donc c'est assez rigolo de voir ça. On peut voir le parachute, il s'ouvre ici, forcément, et c'est là qu'on a la décélération. Alors, on continue. On nous demande reproduire ce pointage du document B et construire dans la position P1 le vecteur vitesse V1 et dans la position P2 le vecteur vitesse V2. Et on nous donne une échelle 1 cm pour 20 mètres par seconde. Alors là, il faut trouver les infos. Qu'est-ce qu'il nous faut? On sait que le mouvement, il est rectiligne. On sait que le mouvement, il est vers le bas. Donc, il y a un truc par contre qui va être assez simple, c'est de savoir, de connaître la direction et le sens de nos vecteurs vitesse. Pourquoi? Parce que le mouvement, il se fait suivant cette direction-là, toujours, il est rectiligne. Et le sens, il va se trouver, le sens du mouvement vers le bas. Donc, pour direction, caractéristique du vecteur vitesse, et sens, on est bon. Ok? Maintenant, c'est la valeur de nos vecteurs vitesse en P1 et en P2 qu'il va falloir trouver. Mais on a un super graphe qui nous donne les valeurs de la vitesse en fonction du temps. Et on sait que sur notre trajectoire, ici, avec les différentes positions, on sait qu'entre chaque position, on a 5 secondes. Donc, notre P0, c'était à 0 secondes. Donc, notre P1, on est à T égale 5 secondes. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Alors, je vais effacer des choses parce que sinon on va plus rien voir. Voilà. Donc, on va aller se mettre à 5 secondes. Je vais utiliser ce que j'avais. Tac. Je vais aller me mettre à 5 secondes. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à 5 secondes, combien vaut la vitesse? Elle vaut 40 millisecondes. D'accord? Donc, on sait que V1, ça vaut 40 pas millisecondes, oh là là, mètres par seconde, pardon, donc mètres par seconde. Or, on sait qu'on a une échelle, c'est 1 cm pour 20 mètres par seconde.
Donc, si j'ai 40 mètres par seconde à représenter, 40 fois 1 divisé par 20. Donc, on est 2 cm. Donc, V1 va devoir être représenté par 2 cm. Donc, je vais me placer au niveau de P1. Ah, il ne veut pas toujours ma flèche. Hop, voilà. Je vais me placer au niveau de P1. La direction du vecteur, bah, c'est celle de ma droite hein, que j'ai représentée. Le sens, bah, vers le bas. Hop. Et, oh là là, et la valeur, bah, 2 cm. Vous allez représenter avec 2 cm. Et ça, ce sera le vecteur V1. OK? Ensuite, on fait pareil pour V2. Alors, V2, on va aller voir sur le dessin. Donc, V2, pardon, c'est au point P2. Le point P2, on est à 10 secondes. D'accord? Donc, je vais aller déplacer ma ligne et je vais aller la mettre sur 10 secondes. Voilà, à peu près. Tac. Et ensuite, je vais aller regarder. Alors, je suis ici, là. D'accord? Alors, c'est pas évident, mais je suis par là. Voilà. Donc là, bah on est, ouais, un tout petit peu plus, ouais, à peu près là, hein, d'accord, pour être honnête. Donc, c'est environ 51, bon, c'est pas super précis, 51 mètres par seconde. Donc, pour 51 mètres par seconde, on a V2. Donc, du coup, V2, c'est 51 mètres par seconde. Du coup, avec mon échelle de 1 cm pour 20 mètres par seconde, pour 51 mètres par seconde, ça fait 51 divisé par 20. On arrive à V2 qui devra être représenté par 2,6 cm. Vous remarquez depuis le début hein, que je ne mets jamais V2 égale 2,6 cm. Eh bien non, parce que V2 c'est des mètres par seconde, c'est des vitesses. Si vous mettez 2,6 cm, c'est la représentation de la valeur de la vitesse au niveau du vecteur. Donc je mets une double flèche, c'est plus rigoureux, parce que sinon, égal 2,6 cm, c'est un peu, ça serait pas précis, enfin surtout ce serait pas adapté. Donc on y va avec le vecteur V2, donc il est dirigé vers le bas, suivant la direction qu'on a déterminée, évidemment, sauf que lui, comme longueur, il va avoir une longueur de 2,6 cm. Et voilà. Et donc, on note à côté V2 ou V au point P2. Et voilà. Et on voit bien que notre vecteur vitesse, il a la même direction, le même sens, mais une valeur qui augmente. D'accord? Et c'est justement ce qu'on nous demande à la question suivante. On nous demande en déduire que lors de la première phase, le mouvement est rectiligne accéléré. Bah, la première phase, elle est là. D'accord, puisque c'est le début du saut. Et on voit que le vecteur vitesse a une direction qui est toujours la même, hein, ici verticale, le sens vers le bas, mais que la valeur de la vitesse augmente. Donc, le mouvement, on l'avait dit, est bien rectiligne accéléré. Alors, pour finir, rappelez la définition du vecteur vitesse moyenne du système et le comparer à son vecteur vitesse lors de la dernière phase. Alors, le vecteur vitesse moyenne, il est défini comme étant le vecteur déplacement entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, par exemple, le point de départ que j'appelle M, ce serait le point P0, hein, d'accord? Et le point M', ce serait le point tout à la fin. Donc, si on avait le vecteur vitesse moyenne sur toute la chute. Et on divise par la durée de la chute, donc la durée du mouvement. Ici, on nous demande de comparer ce vecteur vitesse moyenne au vecteur vitesse lors de la dernière phase. Donc, on veut comparer la vitesse moyenne à la vitesse instantanée. Bah, ici, qu'est-ce qu'on voit? La vitesse instantanée, lors de la dernière phase, hein, on est entre 30 et 35 secondes ici. Bah, on voit que la vitesse instantanée est constante. Donc, elle serait égale à la vitesse moyenne sur cette dernière phase uniquement. Hein. D'accord? Si je prenais la vitesse moyenne entre 0 et 35 secondes, là, on n'aurait pas la même chose. Mais sur la dernière phase, la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée puisque la vitesse est constante. Elle vaut toujours la même chose. D'accord? Et justement, on nous demande calculer la distance parcourue par le parachutiste lors de cette phase. Bah, on voit que la vitesse est constante. Alors, elle vaut combien? Bah, si je vais
je projette. Donc si je projette ici, oh là là, c'est de pire en pire, hein. J'arrive environ, hein, c'est pas super précis, j'arrive environ à 7,5 mètres par seconde pour cette vitesse lors de la dernière phase. D'accord? Or, je connais le temps, puisque je sais qu'on est entre 30 et 35 secondes. Donc ça veut dire que le delta t entre les deux, il vaut 5 secondes. D'accord? Donc j'ai la vitesse et j'ai la durée. Et je sais que la vitesse moyenne, c'est la même chose que la vitesse instantanée ici. Donc au niveau de la valeur, attention, j'ai plus la flèche du vecteur, hein, c'est la valeur. Bah, c'est la distance parcourue que je vais appeler d sur delta t. Moi, ce que je cherche, c'est d. Donc je fais passer delta t de l'autre côté. Ça fait d égale v fois delta t. Ici, mon v, c'est 7,5 mètres par seconde environ. Et mon delta t, c'est 5 secondes. Donc j'ai des mètres par seconde fois des secondes. Je vais bien récupérer des mètres. Et je récupère 37,5 mètres. Donc ça veut dire que cette dernière phase, elle se fait sur une distance de 37 mètres et demi seulement. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça va pour tous ces petits exercices. Donc, savoir représenter des vecteurs, savoir trouver les caractéristiques d'un vecteur quand il est représenté, donc vecteur vitesse évidemment. Savoir calculer, hein, des valeurs de vitesse, que ce soit instantané. Là, il n'y avait pas d'exercice sur tracé d'un vecteur vitesse instantané, mais on l'a vu en cours, enfin dans le cours et dans les activités. Donc, c'est aussi quelque chose à savoir faire. Et calculer des valeurs, enfin bien analyser des données également. Et savoir bien donner la nature du référentiel dans lequel on se trouve. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Bon courage à tous.